Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'assister nombreux à ce 28e jeudi de l'Ordre. Nous accueillons avec plaisir Paul Soltier et Marc Lévesque. Paul Soltier, maître de conférences des universités, praticien hospitalier à la PHM, centre de référence des pathologies plaquettaires, pour un flash info sur thrombopénie, quand et pourquoi penser aux gènes. Marc Lévesque, neurochirurgien, spécialiste de la prise en charge de la douleur, auteur de Chirurgie de la douleur et de Libérons-nous de la douleur, pour traiter du sujet de notre soirée, la douleur, chassons les idées reçues. Le prochain jeudi sera un jeudi hors les murs. Nous nous retrouverons à l'Agora d'Aubagne pour écouter Boris Cyrulnik nous parler des 1000 premiers jours, fondement de la vie. Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement. Parlez-en, faites-le savoir. Merci à Madame la Présidente, qui ne va pas tarder à arriver. Merci à tous nos élus. Merci à notre équipe de la communication. Nous pouvons commencer. Paul Soltier, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction et donc je suis très heureux. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de faire ce flash ce soir sur thrombopénie, donc quand et pourquoi penser aux gènes. Finalement, pour dresser un tout petit peu le décor, finalement, ces thrombopénies génétiques, eh bien, ce sont des maladies dans lesquelles un défaut génétique est responsable d'une baisse de la numération des plaquettes dans le sang. Et la plupart du temps, cette baisse est due à un défaut dans une des étapes de la production des plaquettes dans la moelle osseuse. Et en fait, je suis très heureux de vous faire ce soir ce flash parce qu'on a appris beaucoup de choses sur ces maladies en une vingtaine d'années. Et on est passé des années 2000 où on connaissait 8 gènes impliqués dans ces maladies et toutes étaient marquées par une forte tendance hémorragique, eh bien, à une période où on connaît maintenant environ 50 gènes responsables de ces maladies. Et donc nos connaissances ont énormément augmenté sur les causes génétiques de ces pathologies grâce au séquençage à haut débit. Une chose qui a évolué en même temps que le nombre de gènes impliqués dans ces maladies-là, c'est le fait qu'on se soit rendu compte que le spectre clinique de ces maladies-là était beaucoup plus complexe que prévu, avec des malades qui vont pouvoir avoir moins de saignements, mais des atteintes d'autres organes. Et donc finalement, on arrive maintenant en 2023 avec cette répartition des causes génétiques des thrombopénies héréditaires. Vous voyez la complexité maintenant qui marque ces pathologies-là. Bien sûr, nos connaissances ont beaucoup évolué, mais le diagnostic de ces maladies peut rester vraiment difficile. Et voilà un petit cas clinique qui est publié dans la littérature. C'est une petite fille de 2 ans qui s'est présentée donc suite à des manifestations hémorragiques, qui a consulté aux urgences et chez qui on a retrouvé une thrombopénie assez profonde, entre 5 et 15 gigas par litre, thrombopénie qui, donc, dans son évolution, a persisté dans le temps. Et cette petite fille a commencé à être traitée par des corticoïdes, puisque, à la suite d'un bilan étiologique, on a considéré que c'était une thrombopénie immunologique. Puis, elle a reçu des immunoglobulines intraveineuses à forte dose. Dans les 2 cas, très peu d'efficacité sur le chiffre de plaquettes. Elle a reçu des immunoglobulines anti-D, très peu d'efficacité sur les plaquettes. Et elle a même fini par recevoir un traitement immunosuppresseur qui s'appelle le rituximab, qui va être responsable d'une destruction des lymphocytes B et qui va être un traitement de 2e ligne dans le purpura thrombopénique immunologique, là encore sans efficacité. Et en fait, c'est seulement à 21 ans que l'observation minutieuse du frottis sanguin va permettre d'identifier des anomalies sur ce frottis sanguin assez spécifiques d'une maladie qui s'appelle la thrombopénie MYH9 et qui va permettre de redresser le diagnostic. En fait, ce n'était pas un purpura thrombopénique immunologique, mais c'était une thrombopénie génétique. Et ce qui, bien sûr, a conduit à un changement de la prise en charge de cette patiente qui était devenue adulte et à l'utilisation, cette fois, de traitements qui étaient plus adaptés. Et donc voilà les 3 petits points dans les minutes qui restent que je voudrais aborder avec vous. Donc
qui vont essayer de vous alerter sur quand et pourquoi penser aux gènes quand on est face à une thrombopénie. Finalement, ce n'est pas une thrombopénie auto-immune, c'est une thrombopénie génétique. Qu'est-ce qui nous permet d'y penser ? Parler de la thrombopénie et de son risque hémorragique, et puis d'aborder le fait que, comme je le disais en introduction, le problème clinique principal n'est souvent pas le saignement, et je vais vous faire un exemple tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un PTI, la thrombopénie génétique, ce n'est pas non plus une infection virale chronique, ce n'est pas non plus une hémopathie maligne, ce n'est pas non plus un médicament, ce n'est pas non plus un hypersplénisme, ce n'est pas non plus une maladie auto-immune. C'est assez complexe en fait de s'orienter face à une thrombopénie, donc il y a un examen clinique qui doit être minutieux et qui doit, avec des examens complémentaires, permettre d'éliminer ces différentes étiologies. Et finalement, les thrombopénies génétiques, là-dedans, c'est un faible pourcentage des patients, bien sûr. C'est une maladie, c'est un ensemble de maladies, mais qui reste rare au sein des patients avec thrombopénie chronique. Et donc, les indices, ce qui va nous faire évoquer ces thrombopénies génétiques, c'est ceux qui sont inscrits sur la diapositive. Vous voyez l'existence d'antécédents familiaux, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est très important, à la fois de thrombopénie connue dans la famille ou d'un phénotype hémorragique important. Le fait que la thrombopénie ait débuté de manière précoce ou insidieuse. Le fait que la thrombopénie soit trop symptomatique par rapport au chiffre de plaquettes, parce que ça évoque qu'il y ait une thrombopathie, un défaut de fonction de la plaquette associée. Le fait que la thrombopénie soit légère à modérée et pas sévère, comme c'est souvent le cas dans la thrombopénie immunologique. Le fait qu'il y ait des anomalies associées, soit d'une autre lignée sanguine, soit une anomalie extra-hématologique. Le fait que cette thrombopénie ne réponde pas aux premiers traitements qui sont mis en place, en particulier les immunoglobulines intraveineuses et les corticoïdes. Et le fait que les plaquettes soient anormales sur le frottis sanguin, en termes de taille ou en termes de morphologie. Ça, c'est très important. Le frottis sanguin, c'est un examen capital quand on explore une thrombopénie, que ce soit pour rechercher des cellules anormales circulantes en faveur d'une hémopathie maligne ou pour rechercher des anomalies de la forme ou de la taille des plaquettes, en sachant qu'une morphologie normale ne va pas malgré tout éliminer certains diagnostics de thrombopénie génétique. Alors, la thrombopénie et le risque hémorragique, vous voyez qu'une fois qu'on aura fait le diagnostic de cette maladie génétique des plaquettes, on va pouvoir l'évaluer de manière plus efficace. D'abord en s'intéressant à l'histoire personnelle du patient, les antécédents hémorragiques, quel est son âge, quelles sont ses comorbidités, est-ce qu'il a des médicaments associés qui peuvent interférer sur ce risque hémorragique, est-ce qu'il a déjà été mis, est-ce que son système de prévention des hémorragies a déjà été mis à l'épreuve avec des challenges comme des antécédents de traumatisme ou des actes invasifs qui se seront plus ou moins bien passés sur le plan hémorragique. Quelle est la profondeur de la thrombopénie, bien sûr, c'est un élément qui est important à prendre en compte. Mais pas que, et ça, donc, la connaissance de l'étiologie génétique va nous aider parce que certaines de ces maladies-là sont, en plus de gêner la production des plaquettes, sont aussi associées à un défaut de sa fonction. Et ça, le fait de connaître le gène en cause va nous aider pour prédire l'existence d'une dysfonction ou non. Et vous voyez que certaines thrombopénies sont aussi associées à des anomalies de fonction comme le Bernard-Soulier, le syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome des plaquettes grises ou les maladies des plaquettes liées à Runxin et Flien. Et ensuite, on va essayer de prévenir et de traiter ces saignements chez ces patients. Et vous voyez avec une approche qui va être très différente de l'approche utilisée pour les autres maladies, même si ça reste une approche qui est relativement simple. Des mesures non spécifiques d'abord qui sont très importantes pour les plaquettes, les compressions locales, les hémostatiques locaux, la transfusion plaquettaire bien sûr, ça c'est le traitement de référence en cas de saignement chez ces malades. On peut utiliser aussi les antifibrinolytiques avec l'acide tranexamique et puis on a des traitements relativement innovants. Les agonistes du récepteur à la thrombopoïétine sont de plus en plus décrits dans ces maladies et vont probablement prendre une place dans leur prise en charge de la même manière que ces médicaments ont pris une place dans la prise en charge du PTI. Et donc, le troisième point et le dernier point de ce flash, mais qui est un point vraiment très important et sur lequel je pense vraiment c'est le point le plus original de ce flash et celui pour lequel on a appris le plus de choses récemment, c'est le fait que le problème clinique principal n'est souvent pas le saignement. Et donc, un petit peu en miroir du camembert que je vous ai projeté au départ, finalement, comme vous le voyez, ces thrombopénies génétiques sont associées dans un certain nombre de cas avec des atteintes très très variées. Des atteintes sur la lignée rouge, des atteintes rénales, des atteintes sensorielles, des déficits neurologiques, on peut avoir des atteintes osseuses,
On peut avoir des aplasies avec des atteintes hématologiques beaucoup plus sévères que simplement la lignée plaquettaire. On peut avoir des déficits immunitaires et puis certaines d'entre elles sont associées à une prédisposition aux hémopathies malignes. Et donc finalement, quand on prend les patients dans leur ensemble, on se rend compte que le risque hémorragique est variable, mais que globalement, il est absent à léger chez de nombreux patients. Et au contraire, qu'il y a environ un patient sur deux qui présente une prédisposition à d'autres atteintes sévères, qu'elles soient hématologiques ou extra-hématologiques. Et je prendrai un seul exemple ce soir, mais qui est vraiment assez marquant, et on en a déjà un petit peu parlé au début de la présentation en ce qui concerne le diagnostic, c'est la thrombopénie MYH9. J'en parle parce que c'est la plus fréquente des thrombopénies génétiques, c'est environ un quart des patients de notre centre. Et ces patients peuvent présenter des atteintes dans 3 organes en plus des plaquettes. Ils présentent une atteinte rénale chez un tiers des patients qui débute dans la 3e décennie de la vie, et atteinte rénale qui peut aller de la protéinurie isolée jusqu'à l'atteinte rénale extrêmement sévère avec une insuffisance rénale terminale et la nécessité d'une dialyse et d'une transplantation. Et c'est très important de savoir que ce patient a une mutation MYH9 parce qu'on a bien sûr des moyens, une fois qu'on le sait, de surveiller ce patient sur le plan rénal et même probablement d'intervenir de manière précoce à un stade où l'atteinte rénale n'en est qu'à son début, au stade de la protéinurie, et utiliser certains médicaments comme les inhibiteurs du système rénine-angiotensine peuvent probablement permettre de ralentir l'évolution de la maladie. Deuxième organe atteint, c'est l'œil, avec des cataractes qui sont cette fois diagnostiquées dans environ un 5e des patients. Et donc, on surveille ces patients sur le plan ophtalmologique et on les traite par chirurgie quand c'est nécessaire. Et puis, ensuite, on a aussi 50% des patients qui peuvent présenter un certain degré de surdité. Et donc là encore, ils vont bénéficier d'un suivi ORL rapproché, d'un suivi audiométrique. Et on pourra proposer des thérapeutiques à type d'appareillage ou même d'implants cochléaires qui ont été réalisés chez certains patients avec succès. Et donc vous voyez que ces atteintes d'organes, elles surviennent dans un contexte de patients, et c'est le graphique que vous voyez sur la droite, qui sont relativement peu thrombopéniques. Vous voyez que le gros de la troupe est aux alentours de 50 gigas par litre, c'est-à-dire un chiffre de plaquettes qui est à relativement faible risque d'hémorragie, y compris avec des traumatismes relativement modérés. Et dans cette maladie-là, on ne saigne pas plus que son chiffre de plaquettes le fait prédire. Voilà pour ce flash. Et donc, en conclusion, je voulais vous dire que les raisons de faire un diagnostic de thrombopénie génétique sont d'éviter de faire des traitements inutiles, voire délétères, de permettre de gérer de manière spécifique le risque hémorragique, et puis d'identifier les malades qui sont prédisposés à présenter d'autres atteintes que celles des plaquettes. Et donc on a des choses qui nous permettent d'évoquer ce diagnostic, qui permettent d'identifier ces patients qui sont rares, les antécédents familiaux, un début précoce, une thrombopénie trop symptomatique, l'échec des traitements, en particulier du PTI, des plaquettes anormales sur le frottis, une anomalie associée. Et puis, autre message assez important, c'est que finalement, on pourrait avoir tendance à banaliser les thrombopénies qui sont légères à modérées, puisqu'elles ne sont pas associées à un risque hémorragique extrêmement important et elles peuvent être très stables dans le temps. Mais comme vous avez compris, ce n'est pas vraiment pour la thrombopénie qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche diagnostique, mais c'est pour permettre d'identifier les patients à risque d'une autre atteinte. Voilà, et donc, une fois qu'on a suspecté le diagnostic, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et puis réaliser des examens spécialisés, faire l'exploration génétique. Et ça, elle est possible au centre de référence des pathologies plaquettaires, qui est dirigé par le professeur Alessi et qui est situé à l'hôpital de la Timone, l'hôpital d'enfants donc pour les patients d'âge pédiatrique, et puis l'hôpital d'adultes pour les adultes. Et donc, on est très disponible pour vous donner un avis si nécessaire et pour recevoir les patients en consultation et faire toutes les explorations qui seront nécessaires pour eux. J'ai laissé les coordonnées en bas de la diapositive. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais maintenant passer la parole au docteur Lévesque. Bonjour, tout d'abord mes meilleurs voeux, là, mes chers confrères et mes chères consoeurs là, qui m'accueillent ce soir.
Donc moins de douleur et plus de bonheur pour 2023. Voilà, donc on va parler de la douleur et de ses préjugés. Alors, les préjugés, en fait, il faudra quand même être humble, parce que c'est Proust qui disait les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain, et puis on le verra, parfois les erreurs d'hier sont les vérités d'aujourd'hui. Alors effectivement, le code de déontologie et Hippocrate nous parle de la douleur, ou plus exactement de la souffrance. Il faut voir que la douleur, c'est la douleur corporelle, tandis que la souffrance, c'est la souffrance physique et également psychologique. Et je suis content effectivement que l'ordre se saisisse de ce sujet qui est finalement transversal et qui concerne toutes les spécialités, peut-être à l'exception des anapathes et puis des médecins légistes, je ne sais pas. Enfin voilà, on est tous concernés par la douleur. Alors, c'est un petit peu dans l'air du temps. J'ai posé la question à Elon Musk. Quelles sont les idées sur la douleur ? En fait, j'ai interrogé ChatGPT. Et à vrai dire, j'étais bluffé du résultat. Et c'est vrai que ça interroge. Nous, là, médecins qui faisons commerce de notre connaissance, de notre intelligence depuis la nuit des temps, là, on est en face d'une intelligence artificielle, non seulement qui trouve l'information, mais en plus qui en fait la synthèse. Donc voilà, ChatGPT, là, si vous pouvez lire, est en train de faire la conférence à ma place. ChatGPT et Elon Musk ont retenu 5 idées reçues sur la douleur. Et donc moi, avec mon ordinateur de viande, je vais essayer d'en trouver davantage. Et déjà, pour asseoir ma supériorité par rapport à la machine, j'en ai trouvé 12, plutôt que les 5 qui étaient avancés par ChatGPT. Alors, le premier préjugé, puisqu'on parlait en fait de l'intelligence artificielle, on parle du progrès, c'est finalement grâce au progrès, nous allons souffrir de moins en moins. Bon, c'est vrai, tout le monde, les avancées de la médecine, on se dit que voilà, on va pouvoir éradiquer la douleur. Non, malheureusement, la sédentarité, le surpoids, la sénescence, la solitude, les 4 S qui sifflent sur nos têtes, produisent de la douleur, génèrent de la douleur et sont pourvoyeurs de souffrance. Et ça, c'est un petit peu comme l'espérance de vie. L'espérance de vie, bon, là, les progrès de la médecine font que l'espérance de vie recule, mais en même temps, la pollution, et même par exemple aux États-Unis, la crise des opioïdes dont on parlera, font reculer l'espérance de vie. Donc ce qu'on gagne d'un côté avec les progrès de la médecine, parfois on les perd de l'autre avec un petit peu l'évolution de notre société. Et puis aussi un autre point, on s'aperçoit que plus on a de possibilités de combattre la douleur, plus on a de possibilités de la diminuer, moins on est tolérant envers cette douleur résiduelle. Et ça me fait penser à Alexis Tocqueville dans La démocratie en Amérique. Alexis Tocqueville s'est aperçu que en fait, plus les inégalités se réduisent, plus en fait, on va être intolérant à ces inégalités résiduelles. Donc en fait, moins on a de douleur, moins le peu de douleur qui nous reste, on la tolère de moins en moins. La douleur, en fait, elle nous concerne quasiment tous. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère, ton grand-père, ta grand-mère, ta tante. En fait, 20% de la population française est concernée de près ou de loin par la douleur chronique. Ça fait à peu près 12 millions de Français aujourd'hui. C'est non seulement un fléau individuel. En rentrant là dans le Conseil de l'Ordre, j'ai croisé le nom de René Le Riche, qui est le premier président du Conseil de l'Ordre en 1940, qui disait, en parlant de la douleur, et qui est le père de la chirurgie de la douleur, qui disait « ce sinistre cadeau qui diminue l'homme ». Donc c'est un fléau, c'est un drame individuel, mais c'est également, il ne faut pas le perdre de vue, un fléau économique avec quasiment 2 millions de journées de travail par semaine qui sont perdues partiellement ou totalement à cause de la douleur chronique. Donc voilà, la douleur, malheureusement, elle est toujours devant nous. Alors,
commençons par le commencement. Ça fait presque le lien avec le prochain jeudi de l'ordre sur les 100 premiers jours, les 1000 premiers jours, pas autant pour moi. On a tendance à dire, bon, les nourrissons ne souffrent pas car leur système nerveux est immature. Bon. Alors, je suis tombé sur ce petit fascicule, qui est un vrai trésor de papier, qui a été écrit par un chirurgien de la Révolution. Et finalement, c'est un petit peu le premier recueil d'aphorismes sur la douleur. Et que nous dit ce chirurgien, Marc-Antoine Petit? Il nous dit, finalement, l'organe délicat du sentiment, encore trop faiblement ébauché, ne peut les concevoir ni les juger, et leurs souvenirs retombent dans le néant auquel semblent tenir les premiers moments de leur vie, comme si pour enfanter la douleur, la nature attendait notre première pensée. En fait, il faudrait quasiment attendre, à l'époque, en 1798, attendre que l'ébauche de presque l'âge de raison pour éprouver la douleur. Et ça, c'est tellement vrai que jusque dans les années 1970, et je l'ai confirmé dans la bibliographie, on a opéré des enfants sans anesthésie. Des choses aujourd'hui qu'on aurait du mal à tolérer avec les animaux de laboratoire. Pourquoi? Il y a des anesthésistes dans la salle, parce que l'anesthésie des nourrissons, c'était pas gagné, c'était difficile, parce qu'il y a les risques de... Et puis on pensait que finalement les enfants, les nourrissons n'étaient pas vraiment conscients, et puis de toute façon ils se rappelleraient de rien. Et l'enjeu, à l'époque, c'était surtout de savoir comment on allait contentionner l'enfant pour que le chirurgien puisse opérer dans de bonnes conditions. Donc voilà, et les pleurs, à l'époque, c'était une réaction réflexe de l'enfant plus qu'une véritable souffrance. Et pourtant, aujourd'hui, l'imagerie fonctionnelle nous montre que, aussi bien chez le nourrisson qu'en période fœtale, eh bien, ce sont quasiment les mêmes zones cérébrales qui s'allument, à l'exception de deux, l'amygdale et le cortex orbitofrontal, et ce dernier a la particularité quand même de pouvoir localiser la douleur. Quelque part, c'est cette incapacité de contextualisation qui va amplifier en fait ce sentiment de détresse qu'a le nourrisson. Rappelons qu'il était tout tranquille dans le liquide amniotique, vraiment l'endroit que tout être normal voudrait retrouver, le ventre de sa mère, et là, d'un seul coup, il est soumis à la douleur du monde. Donc et puis, il est dépourvu de défense cognitive, il ne peut pas tellement élaborer, donc il reçoit une douleur brute, qui est vraiment une rupture de l'état de bien-être absolument terrible. Et effectivement, l'enfant qui va souffrir à un moment donné, il va même, les larmes vont s'assécher, il va y avoir une sorte d'atonie psychomotrice, et cette souffrance va faire le lit, on le verra tout à l'heure, de douleurs ultérieures en sensibilisant le système de la douleur par la sensibilisation centrale. Et on a même vu que des enfants qui avaient été accouchés au forceps étaient plus sensibles lors des premières vaccinations, avec notamment la hausse du cortisol. Alors bien, les échelles, on les connaît, qui permettent un petit peu de mieux repérer la douleur sur les visages des enfants, des nouveau-nés. Alors, à l'autre extrémité de la vie, on a la douleur des personnes âgées. Les personnes âgées, elles sont coriaces. Elles tiennent bien, elles sont plus dures au mal. Des fois, on peut avoir tendance à penser ça parce qu'on utilise des doses d'antalgiques moindres, du fait de leur éducation aussi. Et puis, on se dit, ils se plaignent aussi parce que c'est une façon de se rompre la solitude. Et j'ai bien aimé, c'est pour ça que je me suis permis de la remettre, cette phrase de Constanceville, après 60 ans, si tu n'as pas de douleur, c'est que tu es mort. Et effectivement, après un certain âge, on considère que à partir de 70 ans, la moitié de nos concitoyens souffrent de douleur. Alors, pourquoi en fait ce préjugé? Effectivement, le seuil de la douleur, il est quand même un petit peu augmenté par une diminution des fibres
peu myélinisées qui véhiculent la douleur, hein, les fibres A delta et les fibres C. Et puis il y a aussi, il faut bien le dire, l'atrophie des centres intégrateurs. Mais ça, c'est sans compter une autre lésion, en fait, qui est la baisse d'efficacité des voies inhibitrices descendantes. Donc effectivement, le seuil de la douleur est un petit peu plus relevé parce qu'il y a moins de capteurs, moins de fibres nerveuses, mais ce n'est pas contrebalancé par cette tolérance qui est... Donc les patients âgés souffrent davantage et ça va être d'autant plus préoccupant que cet inconfort, cette douleur chronique va avoir des conséquences sanitaires importantes, avec des cercles vicieux qui vont se mettre en route, parce que pour éviter de déclencher la douleur, ben on va limiter ses déplacements. Quand on limite ses déplacements, ben on diminue sa force musculaire. Quand on diminue sa force musculaire, ben on se dénutrit, on s'isole. Quand on s'isole, on déprime. Quand on déprime, on souffre davantage. On y reviendra tout à l'heure également. Donc cette dénutrition, ce manque d'activité qui fait le lit aussi des escarres, des plaies de pression, qui génèrent à son tour de nouvelles douleurs, sans compter, vous le savez tous, il y a certaines pathologies, hein, comme certaines démences ou certains AVC qui font que les patients ne peuvent pas communiquer. Et donc cette douleur n'est pas communiquée comme tout à l'heure par l'enfant. À cela s'ajoute que les organes épurateurs du foie, du rein, fonctionnent moins bien. Hein, le paracétamol est moins bien éliminé. La fonction rénale aussi. Ça a des conséquences là, sur le métabolisme de certains médicaments, sans compter qu'il y a des organes qui sont plus fragilisés, comme par exemple toute la muqueuse digestive qui est moins tolérante aux anti-inflammatoires. Et puis, les effets indésirables des médicaments, la somnolence, les chutes qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes, vous savez, les syndromes de glissement. Et bref, chez les personnes âgées, dans la mesure du possible, si on peut éviter, penser aux alternatives non médicamenteuses, c'est important. Alors, un autre préjugé, genré celui-là, c'est les femmes et les hommes souffrent autant. Mais non, malheureusement, la douleur est sexiste. En France, on considère que plus de 2/3 des patients qui fréquentent les centres de la douleur sont des patientes, et même dans certains centres jusqu'à 85%. Et puis, il y a des pathologies qui sont vraiment spécifiquement féminines. L'endométriose, par définition, mais également la fibromyalgie, qui concerne à peu près 80% de patientes. La migraine, je crois que c'est 2 à 3 fois plus de migraines chez les femmes que chez les hommes. Et puis la polyarthrite rhumatoïde, où c'est 3 à 4 fois plus que les hommes. Alors, est-ce que c'est un problème de genre ou un problème de sexe ? On ne va pas ouvrir le débat. Il y a la majorité des études qui montrent qu'il y a une tolérance qui est moins bonne chez la femme, avec une consommation plus importante de morphine, et avec un seuil, avec les hormones qui ont quand même une importance dans ces phénomènes, qui serait liée à l'action freinatrice des œstrogènes et de la progestérone sur ce fameux contrôle inhibiteur de la douleur. Et il y a une étude qui a été intéressante, là, c'est les observations qui ont été réalisées chez les transsexuels, qui montrent qu'un tiers environ des hommes qui ont reçu des œstrogènes et des antitestérones pour devenir des femmes, ont développé de la douleur chronique, tandis que plus de la moitié des femmes qui ont reçu de la testostérone pour devenir un homme ont signalé une amélioration significative de leur douleur chronique qui était présente avant le traitement. Donc les hormones œstrogènes et testostérone, inversement, ont leur place. On s'habitue à la douleur. On s'endurcit. Là encore, préjugés.
Alors une étude toute simple, mais assez élégante, les remplacements de genoux, les prothèses de genoux. Finalement, on vous met une première prothèse de genou, et puis quelques années, on vous met une deuxième. Bon, finalement, vous devriez vous habituer au remplacement de genoux et avoir moins mal. Eh bien non, au contraire. On le voit là sur les graphiques, là, faut un petit peu... faut avoir la loupe là, mais on voit que la consommation en morphine entre la première prothèse de genou et la deuxième quelques années après, elle va être plus importante. Le VA, l'échelle numérique va être également plus importante avec une hyperalgésie, une allodynie, l'extension du champ de la douleur et une intensité une prolongation dans le temps de la douleur. Alors par quel phénomène ? Eh bien par ce fameux phénomène de sensibilisation centrale. Là, bon, vous avez un petit schéma qu'on va survoler rapidement, avec d'une part, là, en vert, le faisceau spinothalamique, qui va être, en cas de sensibilisation de la douleur, la douleur va être favorisée, le passage de la douleur va être favorisé au niveau de la moelle épinière, et la glie également va favoriser ce passage à la chronisation de la douleur. Et inversement, la désinhibition, le fameux gate control, le portillon, va être moins active à cause de cette sensibilisation centrale. Et les fameux contrôles, les voies descendantes inhibitrices, également, à cause de cette sensibilisation centrale, va être moins opérante, et donc les douleurs vont s'exacerber. Et maintenant, les anesthésistes le savent de plus en plus. D'ailleurs, cette fiche, dont vous avez le flashcode là qui est assez intéressante, nous montre que, eh bien, il y a des facteurs qui sont prédisposants à la chronicisation de la douleur. Bon, le jeune âge, on en a parlé, avec les accouchements au forceps. Le sexe féminin, également, on l'a évoqué. Et puis, également, ces douleurs préopératoires, ces douleurs répétées qui vont faire le lit de douleurs plus importantes. Et puis, un point qu'on va également aborder tout à l'heure, l'imprégnation en opioïdes, cette fameuse hyperalgésie induite par les morphiniques qui va faire que plus on prend de morphine, plus votre seuil douloureux s'abaisse par les récepteurs NMDA, etc. Pour ça, le recours à la kétamine que les anesthésistes connaissent bien, eh bien, c'est contre-intuitif, mais plus on prend de morphine, plus on va devenir douillet. Alors, on parle de la chronicisation, et là encore, je vais tordre le cou à une idée reçue. On pense que finalement, la douleur chronique, c'est tout simplement une douleur aiguë qui se prolonge au-delà de 3 à 6 mois, suivant les définitions de la douleur chronique. Non, en fait, c'est malheureusement différent. Et pour ça, on va s'arrêter sur ce paysage avec d'un côté l'hiver, d'un côté l'été, suivant le terrain sur lequel l'allumette va tomber, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes dégâts. Suivant que l'allumette tombe sur un sol sec ou un sol humide, les dégâts ne vont pas être les mêmes. Suivant qu'on est préparateur de commandes chez Amazon, ou bien qu'on a un boulot qui vous réjouit, comme on est médecin dans les Bouches-du-Rhône, où on est épanoui, on ne va pas ressentir la même douleur qu'un OS ou quelqu'un qui n'a pas forcément de sens dans son travail. Donc l'aspect social, l'aspect psychologique va jouer un rôle énorme dans la chronicisation ou non de la douleur. Et ça, c'est une étude assez intéressante qui a été réalisée sur une grande cohorte de patients. On a pris une douleur aiguë et 10 ans après, on a cherché à voir les critères qui ont fait que cette douleur s'était chronicisée. Eh bien là, on revient à des critères biopsychosociaux qui sont chers aux algologues. On voit que finalement, il y a des critères biologiques, on en a parlé, le fait d'avoir déjà été opéré, d'avoir déjà eu des chirurgies, d'avoir un mauvais sommeil, d'avoir une mauvaise santé, ça favorise la chronicisation. On voit que les coefficients vont être
importants pour que ça engendre par la suite des douleurs. Il y a également des facteurs psychologiques, hein, l'anxiété, le peu d'intérêt, hein, et puis des facteurs sociaux, hein, le fait de ne pas être not in the workforce, de ne pas être dans la force de travail, de ne pas travailler, le fait également d'avoir été abusé, d'être dans une situation de précarité, hein, c'est la double peine malheureusement. Quand on a des faibles moyens, quand on a un faible niveau économique, on souffre plus, on a davantage de risques de développer une douleur chronique, une douleur rebelle. Donc la douleur chronique, c'est véritablement un problème biopsychosocial, et le social peut être une véritable caisse de résonance à la douleur chronique. Alors, c'est un préjugé qui va un petit peu dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est être mal ou avoir mal. Hein. On dit qu'il ne faut pas confondre, il est mal ou avoir mal. Non, mais finalement, quand on est mal, on a mal. Quand on est mal, on a mal. La douleur physique et la douleur psychique finissent par s'entremêler, au point de ne pas forcément pouvoir différencier l'un de l'autre. Et je reprenais là les aphorismes de notre Marc-Antoine Petit, là, qui déjà disait à l'ancêtre de la Révolution, la douleur se nourrit de pensées sombres. Et effectivement, la douleur chronique entretient la dépression, et la dépression entretient la douleur chronique. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qu'on utilise et dans la douleur neuropathique et dans la dépression, et comme un autre médicament, une autre classe de médicaments, la kétamine, qu'on utilise dans les deux pathologies, la dépression et la douleur chronique. Et on revient à René Descartes, qui a tordu le cou à un préjugé absolument qui semblait aller de soi. Hein. Pour moi, c'est du même ordre que du passage de la conception de la Terre plate à la Terre ronde. C'est qu'on était convaincu, jusqu'à peu près René Descartes, que la douleur de la main était dans la main. La douleur du membre, la douleur du pied était dans le pied. Finalement, c'est là où on avait mal, et il le dit bien sûr beaucoup plus joliment que moi. Il avait compris, René Descartes, que finalement l'organe de la douleur, hein, quand on dit la douleur c'est dans la tête, oui, c'est toujours dans la tête la douleur. L'organe de la douleur, c'est le cerveau, où passent les nerfs qui donnent à l'âme le sentiment. Et voilà, dans la douleur, il y a cette notion, hein, la douleur c'est un affect désagréable, et il avait fait en fait de la glande pinéale ce réceptacle de la douleur, et la glande pinéale n'était autre que aussi l'endroit où venait se nicher l'âme pour René Descartes. Et effectivement, maintenant, qu'on connaît bien l'anatomie, il y a deux composantes, enfin il y en a plusieurs composantes de la douleur. Il y a une composante sensorielle, où est-ce qu'on a mal, hein, c'est le gros orteil qui est écrasé, et puis il y a le fait que ce gros orteil qui est écrasé, ça procure un affect désagréable. C'est ce qui nous donne l'envie de retirer le pied de cette punaise. Donc le cortex limbique, hein, qui donne cette coloration désagréable, cette coloration triste à cet affect, c'est le cortex limbique qui nous le procure. Et les cibles de la douleur, les cibles de la dépression sont un peu les mêmes, et l'anatomie de la dépression et l'anatomie de la douleur au niveau des centres intégrateurs a de remarquables superpositions. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette... bravo, ouais, voilà, Eva Perón. Eva Perón, qu'on connaît tous, l'égérie de l'Argentine, eh bien, elle est morte dans d'atroces souffrances. Et
Et finalement, elle a été traitée par psychochirurgie à l'époque, puisque en fait, on n'arrivait pas à traiter ces douleurs cancéreuses, cancer du col, avec la morphine. On lui a fait de la psychochirurgie. Et on a pris pour cible le cortex singulaire, qui est aussi la cible que l'on utilise pour traiter la dépression qu'on a utilisée en psychochirurgie. Et là, c'est du placement de produits sauvages. Voilà, c'est mon livre sur la chirurgie de l'âme. Qui raconte un petit peu toutes les techniques qu'on a utilisées pour modifier les comportements et également pour traiter la douleur au niveau du cerveau. Alors, un nouveau préjugé, on a parlé des vapérones et de sa tolérance, enfin de l'échec des morphiniques. Voilà. Et moi, je l'ai appris, je faisais mes études à Reims, et quand je faisais mes études, on me disait, de toute façon, un patient qui souffre ne peut pas être addict à la morphine. C'était dans mes cours de premier, deuxième cycle. Pourtant, je dis les vérités d'hier et les erreurs d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et inversement. Maupetit disait, qu'elle soit cependant avare la main qui donne l'opium. Et effectivement, l'opium, vous le savez, c'est un petit peu comme la morphine, ce dieu des songes. C'est également Janus, ce dieu à deux visages. C'est ce qui nous soulage, mais ça peut aussi être ce qui nous plonge dans l'addiction. Et aux États-Unis, ces dernières années, c'est un drame absolument considérable, la pandémie de crise des opioïdes, avec des chiffres absolument cataclysmiques. Alors bien sûr, c'est un immense cimetière, près de 500 000 Américains qui sont morts par overdose ces 15 dernières années. Alors bien sûr, dans cet immense cimetière, les tombes les plus visibles, c'est celle de Prince, c'est celle de Michael Jackson avec le fentanyl, et c'est 500 000. Et rien que l'an passé, il y a eu en 2021 près de 100 000 morts par overdose. Et cette crise des opioïdes est survenue en fait lorsque, avec un marketing assez habile, et puis un autre point que j'aborderai tout à l'heure, en fait, c'est quand Pandore a ouvert sa boîte, et la boîte, c'était quand on a commencé à prescrire la morphine dans la douleur chronique non cancéreuse. Autant dans la douleur cancéreuse, elle est tout à fait justifiée, autant dans la douleur chronique non cancéreuse, elle est tout à fait discutable, en tout cas quand on la prescrit au-delà de 12 semaines. Et il y a eu un papier qui était assez intéressant, qui est paru dans le JAMA, qui a montré que la superposition des morts par opioïdes prescrits aux États-Unis et le vote Trump se superposaient. Alors ça peut paraître assez singulier, mais finalement, pas tant que ça. La morphine, c'est aussi la médicalisation des problèmes sociaux. Tous les bassins de population, en majorité là, qui ont voté Trump, c'est aussi les bassins de population qui ont été victimes de la mondialisation, toutes les gueules cassées de la mondialisation, toute la Rust Belt, la ceinture de rouille, c'est là où il y a eu le plus de morts par overdose, sachant que les Blancs étant plus victimes des overdoses par médicaments, par morphine, et les populations latinos, les Blacks, plus par le crack. Donc la morphine, c'est devenu aussi une pharmacopée là, du vide existentiel et du malaise social. Et aux États-Unis, c'est une véritable pandémie avec des procès avec des chiffres absolument astronomiques là, qui sont en prévision. Alors, en France, on en est loin. Et tout ça, en fait, ça tient presque à un battement d'aile de papillon. Quand je vous disais, finalement, on nous a appris qu'il n'y avait pas de risque d'addiction chez les patients qui souffraient. Il y a un petit article assez sibyllin qui est sorti dans le New England en 1980 qui disait que finalement, les patients, sur une cohorte de 11 000 patients, il y avait seulement eu quelques patients qui avaient été victimes d'addiction. Bon, en fait, c'est un article qui est paru dans le New England et il y a 3-4 ans, en 2017, le New England a sorti un nouvel article pour montrer
que ce petit article sibyllin de 11 lignes avait été repris un nombre de fois incalculable, et pourtant, en fait, il n'y avait rien qui était étayé. Et donc, ce papier-là, on voit en fait sur l'histogramme le nombre de fois où il était repris, il a servi à légitimer dans un nombre de revues assez impressionnant le fait que, non, il n'y avait pas de risque d'addiction chez les patients qui souffraient de douleurs chroniques. À cause de leur douleur, ils ne pouvaient pas tomber addicts. On sait que c'est en fait que c'était faux, etc. Un préjugé. Alors toujours pour rester dans le médicament, on nous dit, voilà, enfin c'est ce qu'on a appris, que en raison de l'effet placebo, l'essai randomisé en double aveugle est le seul qui permet d'évaluer un traitement antidouleur efficacement. C'est effectivement l'essai randomisé en double aveugle, c'est le Graal, c'est le gold standard pour l'évaluation d'un traitement antalgique. Alors déjà, quelques idées fausses sur l'effet placebo qu'il est bon de rappeler. L'effet placebo, déjà, c'est pas forcément de courte durée, ça peut se prolonger, et Dieu merci. Ça permet pas de distinguer les stimulateurs ou bien la douleur fonctionnelle. C'est faux, la douleur organique, purement organique, elle répond tout aussi bien à l'effet placebo. Et donner un placebo équivaut à ne rien faire, c'est également faux. C'est quelque chose dont il ne faut pas se priver, c'est l'innocuité. Et voilà, et d'ailleurs, moi qui suis troyen d'origine, j'aime à citer Émile Coué, qui l'utilisait beaucoup, ce pharmacien troyen, qui, lorsqu'il distribuait ces petites pilules, faisait un renforcement positif sur le sommeil, sur les vertus antalgiques, et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus efficace, ce renforcement positif, que les petites granules qui pouvaient prescrire. Donc voilà, l'étude randomisée en double aveugle, c'est le gold standard au niveau des preuves. Et effectivement, on voit que les antidépresseurs, les antiépileptiques, c'est un niveau de preuve 1, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux. Les opiacés, c'est un niveau de preuve 1. Et par contre, forcément, on dégringole avec les techniques non médicamenteuses pour traiter la douleur, parce qu'on ne peut pas forcément, bien par définition, faire des placebos, des essais randomisés en double aveugle avec autre chose que des médicaments. Et tout ça, ça a contribué en fait à façonner nos algorithmes, nos recommandations, et aujourd'hui, en priorité, on commence par les médicaments, parce que le niveau de preuve est le plus élevé, et ensuite, dans un deuxième temps, il y a la psychothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne, la stimulation médulaire. Et parfois, on a le sentiment, en tout cas en douleur chronique, qu'il faut passer par toutes sortes d'étapes médicamenteuses, avec tout ce que ça comporte de comorbidité, avant de pouvoir accéder à des thérapies non médicamenteuses. Mais il faut bien avoir en tête que le niveau de preuve est différent de l'efficacité. Et là, je vais faire encore un petit rappel sur certaines classes médicamenteuses. On a parlé des antidépresseurs, des antiépileptiques. Eh bien, on voit que le nombre de patients à traiter pour qu'il y ait un patient qui puisse être soulagé, le NNT, eh bien, dans la prégabaline, il va être de 7,7. Dans la duloxétine, il va être de 6,4. Autrement dit, il faut traiter 6 patients pour qu'un patient soit soulagé. Donc on voit que c'est une efficacité qui est quand même assez faible. Et l'autre chose qu'il faut avoir en tête quand on fait un essai randomisé en double aveugle, c'est qu'il y a un seul critère principal qui est étudié. Alors il y a des critères secondaires, mais on ne va pas forcément évaluer également quelles sont les conséquences positives ou négatives sur la qualité de vie, sur le sommeil, sur l'autonomie, sur le travail. Ça, on va pas forcément l'évaluer. Et le niveau de preuve, également, c'est différent de l'innocuité. Ce n'est pas parce qu'on a un haut niveau de preuve sur l'efficacité d'une molécule
que pour autant, elle aura peu d'effets indésirables. Et là, c'est un papier, là encore dans le New England, en 2017, qui avait pris 2 bras, un bras placebo, chez des patients qui souffraient de douleurs sciatiques chroniques et de douleurs sciatiques aiguës, un bras placebo et un bras prégabaline Lyrica. Et ils sont aperçus, dans le New England, que dans les 2 bras, il n'y avait pas de différence significative au niveau de la douleur. La seule différence qui a permis de distinguer les 2 groupes, c'était la survenue d'effets indésirables dans le groupe non placebo. Et effectivement, les effets indésirables, les effets, on les connaît, hein, ça peut être la prise de poids, ça peut être la baisse de la libido, ça peut être les problèmes de concentration, l'impression de ne plus être soi avec certaines molécules. Ce que les Américains disent NLF, not in the labor force, hein, parce que quand vous allez prendre certaines molécules, vous n'allez plus être en capacité de conduire. Plus en capacité de conduire, ça va être parfois, souvent, ça veut dire de plus être en capacité de travailler. Il va y avoir également un ralentissement cognitif. Donc, voilà, ça, c'est parfois un petit peu la tâche aveugle de l'évaluation des traitements médicamenteux. Et on nous rappelle, en autre préjugé, en fait, pour faire la transition par rapport à cette antalgie chimique, que la douleur, c'est une affaire de neuromédiateurs. Eh bien non, la douleur, c'est en fait un phénomène électrochimique, parce que vous avez effectivement des synapses, vous avez des neuromédiateurs, mais vous avez aussi des axones, vous avez aussi de l'électricité, vous avez aussi des potentiels d'action, et ça, on le sait depuis la nuit des temps. Narco, ça veut dire le poisson électrique en grec, ça donnait la narcose. Torpedo, qui est la torpille en latin, ça donnait la torpeur. Donc depuis la nuit des temps, on sait les liens entre douleur et courant électrique. Mais pour ça, le problème, c'est que, bon voilà, appliquer un poisson électrique quand on était à Marseille, ça pouvait se trouver. Quand on était en Champagne, c'était quand même plus difficile. Il a fallu en fait domestiquer la fée électrique, la mettre dans une boîte. Et on a pu mettre la fée électrique en boîte qu'au XVIIIe siècle. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, Marc-Antoine Petit nous le rappelle, hein, l'application de torpille sur les rhumatismes, la goutte, la migraine, les douleurs dentaires, c'était connu depuis la haute antiquité, même depuis les Égyptiens. Et quand on a pu apprivoiser la fée électrique, grâce au condensateur, grâce à la bouteille de Leyden, eh bien, on a commencé à faire des saignées électriques. Hein, c'est-à-dire qu'on envoyait des décharges pour traiter certaines douleurs. Bon, c'était extrêmement rudimentaire, comme pouvait l'être l'électricité à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, la fée électrique a fait beaucoup de progrès. Et finalement, il y a des cibles pour les traitements de neuromodulation sur tout le long de notre système nerveux qui véhicule la douleur, que ce soit au niveau de la peau avec la TENS, que ce soit au niveau des nerfs, la stimulation nerveuse, au niveau du ganglion dorsal de la moelle, au niveau de la moelle, au niveau du cerveau, des profondeurs du cerveau, également du cortex. Aujourd'hui, on peut traiter la douleur avec, par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne. Alors, de toutes ces cibles, c'est aujourd'hui la peau, avec la TENS, la stimulation médulaire et la stimulation magnétique transcrânienne qui sont les plus prometteuses, les plus utilisées, je veux dire les plus efficaces. Pourquoi ? Parce que, en fait, on surfe sur l'accélération technologique. Aujourd'hui, autant au niveau des molécules, depuis 30 à 40 ans, il n'y a pas eu véritablement d'avancée. Autant la technologie que l'on connaît depuis maintenant 30 ans, ben en fait, il y a autant de différences entre ces 2 pacemakers, ces 2 neurostimulateurs, qu'il y en a entre le téléphone de votre adolescence, hein, où vous passiez de longues heures, et puis le smartphone que vous avez dans votre poche. En fait, on a en fait des concentrés de technologie au sein de ces neurostimulateurs qui permettent de sculpter des ondes de plus en plus physiologiques et d'être de plus en plus efficaces. Et on va même les oublier comme on pourra oublier la douleur.
Et tout ça, l'accélération technologique, et notamment la loi de Moore, qui nous dit que tous les 15 mois, les ordinateurs doublent de puissance, en fait, a des répercussions assez concrètes sur ces techniques de neuromodulation qui sont de plus en plus efficaces et prometteuses. Alors, avant-dernier préjugé, si ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est que ce n'est pas efficace. Ce qu'on a tendance à dire, ce qu'on a tendance à imaginer, ce qu'on a tendance à penser. Bon, non. La RTMS, aujourd'hui, c'est prouvé. La stimulation magnétique transcrânienne, c'est prouvé. C'est pas remboursé, c'est pas encore remboursé. En fait, la technologie va tellement vite que les remboursements, l'administration, en fait, ne suit pas encore, même si on est en train de refaire la nomenclature. La TENS, il n'y a que certains médecins qui peuvent la prescrire. C'est aujourd'hui plus facile de prescrire des morphiniques que de la TENS, dont l'innocuité est quand même avérée. Le sport sur ordonnance, moi aujourd'hui j'ai le dossard 28 je crois, mais Stéphanie Rangarnier vous a fait un superbe topo là, lors des jeudis de l'ordre sur le sport médicament. Et le sport médicament, c'est connu depuis très longtemps. Hein. Ordonner au malade de se fatiguer quelquefois qu'il fasse tout l'exercice que lui permettent ses forces et sa sensibilité, il fortifie les organes et chasse les douleurs légères. Donc c'est connu depuis bien longtemps. Et puis, bon, autrefois on parlait de prière, maintenant on parle de méditation pleine conscience, le yoga, l'hypnose, l'auto-hypnose. Tout ça aujourd'hui, ce sont des outils qui sont efficaces pour lutter contre les douleurs chroniques, mais qui bien sûr sont pas remboursés, qui sont sous-utilisés, qui sont méconnus. La musicothérapie, par exemple, on sait que la musique adoucit les mœurs, bien sûr, mais adoucit aussi la douleur. Et on peut s'interroger aussi aujourd'hui pourquoi finalement on a un si faible recours à ces alternatives non médicamenteuses. Bon, déjà, je vous ai montré les limites de l'evidence-based. Alors ça, c'est un article un petit peu coquin qui nous dit que finalement, le parachute, c'est pas efficace parce qu'il n'y a pas eu d'études randomisées en double aveugle et on doit se contenter d'études observationnelles. Et assez coquin, les auteurs nous disent si on continue à penser que si ceux qui défendent les études randomisées en double aveugle doivent revenir un petit peu sur tête, même avec des bosses. Il faut dire aussi que toutes ces techniques dont je vous ai parlé, hein, les APA, l'activité physique adaptée, l'hypnose, l'auto-hypnose, la neuromodulation, c'est des moyens c'est toute une multitude de techniques hein, qui n'a pas le renfort ni les moyens de l'industrie pharmaceutique, hein, du marketing. C'est aussi des thérapies, on l'a vu, qui ne sont pas reconnues, qui sont peu enseignées, qui ne sont pas remboursées. Et puis, toutes ces thérapies non médicamenteuses, souvent, sont accessibles qu'au travers des centres de la douleur. Ces centres de la douleur qui, aujourd'hui, sont peu nombreux et qui sont saturés. Et on considère aujourd'hui qu'il y a seulement 3% des patients douloureux chroniques qui accèdent au centre de la douleur. Et quand on fait des sondages, et il y a eu un livre blanc de la douleur là, qui a été publié il y a quelques temps, qui nous dit que en fait, 70% des douloureux chroniques ne sont pas satisfaits aujourd'hui de leur prise en charge. Effectivement, vous avez des molécules qui diffusent grâce au réseau des 21 000 pharmacies dans tout le territoire et, j'allais dire, dans tout l'organisme, hein, de façon systémique. Et inversement, vous avez des techniques qui sont focalisées, avec même des effets désirables, comme par exemple l'activité physique adaptée. Hein, ça a des effets sur la dépression, sur le cancer, on le sait. Eh bien, on va pouvoir y accéder que dans des centres, que dans quelques centres. Donc, d'un côté, vous avez des techniques qui diffusent partout sur tout le territoire, et de l'autre côté, des techniques beaucoup plus focales, avec parfois moins d'effets indésirables et pour autant efficaces, qui ne sont accessibles que par certains centres qui ne sont pas toujours remboursés. Et c'est un des problèmes aujourd'hui
de la douleur. Et là, j'allais arriver sur le dernier préjugé. Voilà, que j'entends souvent dire, l'algologie n'est pas une vraie spécialité. Et effectivement, c'est un de nos drames, c'est qu'aujourd'hui, l'algologie, même si, à mon sens, c'est une véritable spécialité, puisque finalement, toute cette approche très originale, qui est la prise en charge biopsychosociale, qui demande une formation, avec aujourd'hui le recours à un nombre de molécules de plus en plus important, de techniques, avec une multitude de douleurs différentes, ça demande une formation spécifique, ça demande un cursus spécifique, et malheureusement aujourd'hui c'est pas structuré comme ça devrait l'être, et pourtant c'est une spécialité à mon sens à part entière. Finalement, on a parlé de médicaments, on a parlé de techniques non médicamenteuses, et le médecin dans tout ça, il y a et c'est pour ça que je vais conclure avec ces mots-là de Marc-Antoine Petit. Lorsque vous êtes vous êtes spectateur impuissant de la douleur, même si vous n'êtes pas impuissant, n'offrez pas sèchement la triste patience, faites-la supporter par le langage du cœur. Plus vous allez être empathique, plus vous allez aimer vos patients douloureux, plus vous allez les soulager, et même plus vous allez les soulager scientifiquement. Ça, c'est un papier qui est paru en 2018 qui montre que l'empathie du médecin envers son malade va avoir une signature au niveau de l'imagerie fonctionnelle. C'est-à-dire que la générosité, l'amour que vous avez pour votre patient souffrant va être également antalgique. Voilà, sur ces mots, je vous remercie de votre attention. Docteur Marc Lévesque nous a porté pendant plus de 3 quarts d'heure sur un sujet extrêmement intéressant. Merci beaucoup, docteur Lévesque. On a été vraiment passionnés par tout ce que vous nous avez dit, avec une conclusion assez magique finalement. C'est aimons-nous les uns les autres. Et au-delà du médecin qui peut aimer ses patients, mais c'est assez extraordinaire. Alors, votre exposé a suscité beaucoup de questions. Je vais essayer d'être le plus direct possible. Il y a une question une question d'un psychiatre qui nous dit « Je reçois beaucoup de patients douloureux, non pris en charge parce que étiquetés psy. La connaissance de votre service m'a sauvé dans ma pratique. » Donc voilà, une fan. Elle a sauvé beaucoup de mes patients. Existe-t-il des formations pour les psychiatres ? Bien sûr, oui. En fait, on peut accéder à l'algologie via des formations qui ne sont pas encore des formations de DES, comme on aimerait, par des DUI et par la capacité douleur. Moi, c'est je me suis formé avec la capacité douleur entre Montpellier, Nice et Marseille. Effectivement, c'est des formations, la CAPA, qui sont ouvertes à tous les médecins désireux d'apprendre à soulager les douloureux aigus, les patients douloureux chroniques. Donc formation universitaire reconnue également par le Conseil de l'Ordre. Le propos qu'on pourrait pratiquement juger de sexiste tout à l'heure, mais vous avez bien expliqué que ce n'était pas un clivage homme-femme, il y a quand même des spectateurs qui reviennent dessus. La question est la suivante, concernant le préjugé de la douleur entre hommes et femmes. Existe-t-il des études traitant de la différence de la prise en charge de la douleur selon le sexe pour une même pathologie ? Là, brûle pour point, là, vous me collez, ou certainement, il faudrait me laisser un petit peu le temps de les chercher. C'est vrai que la douleur, il y a des aspects sociaux, et puis même au niveau des aidants, quelque chose. Là encore, vous allez vous prendre une salve de messages, mais un homme qui souffre et qui va voir sa femme va l'accompagner, va l'aider. Une femme qui souffre, le mari, est plus souvent enclin à partir.
Donc il y a quand même au niveau culturel, au niveau, on appellera ça comme on veut, éducation, etc., des différences qui peuvent être, je ne sais pas, genrées, mais effectivement, la façon dont la douleur est gérée, la façon dont la douleur est exprimée, elle est différemment suivant le... Oui, mais c'est des propos qui corroborent exactement ce que disait Vanina Charer au splendide Jeudi de l'Ordre qu'on a fait en juin dernier et où on a fait un excellent exposé au Palais du Pharaon. Vanina Charer, elle est gynéco-obstétricienne et elle nous disait malheureusement que 40% des violences conjugales commencent au moment de la grossesse. Donc on est exactement sur le même sujet. La prise en compte de la douleur, je fuis. La prise en compte de la grossesse, je frappe. Hein. D'ailleurs, je vous invite à revoir cet exposé sur le site du CDOM 13. Une question un peu plus générale peut-être et qui concerne l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis médical en France. Qu'advient-il du cannabis médical, récréatif ou médical ? Alors oui, vaste sujet. D'ailleurs, je me suis un petit peu gardé de l'aborder justement pour pas être trop polémique. Alors, effectivement, le cannabis thérapeutique, ça a suscité une énorme espérance parmi les patients. Il faut bien dire aussi, il y a eu un buzz qui a quand même été, même, on peut dire, un petit peu orchestré. Alors, cannabis thérapeutique, miracle ou mirage ? Bon, c'est passé rapidement. NNT, le nombre de patients à traiter pour un soulagé dans la douleur neuropathique, il est de 13 pour le cannabis thérapeutique. Donc il faut traiter 13 patients pour qu'il y en ait un qui soit soulagé. Et moi j'ai un petit peu, parce que j'ai eu énormément de patients qui sont venus pour avoir du cannabis thérapeutique avec l'expérimentation là, qui a débuté il y a 2 ans sous l'impulsion d'Olivier Véran. Les patients qui me posent la question, je comparais ça un petit peu à l'alcool. L'alcool, c'est un petit antalgique. 2 pintes de bière, c'est équivalent d'un comprimé de paracétamol. L'alcool, c'est un petit somnifère et c'est un petit anxiolytique. Mais bon, on ne peut pas conduire non plus en étant sous l'emprise de l'alcool. On ne peut pas travailler en étant sous l'emprise de l'alcool. C'est un petit peu pareil pour le cannabis. Le cannabis thérapeutique, c'est un petit anxiolytique, c'est un petit antalgique, c'est un petit hypnotique. Néanmoins, dans certaines douleurs bien spécifiques, comme certaines douleurs neuropathiques centrales, notamment dans la sclérose en plaques, avec de la spasticité, on peut parfois avoir des effets qui sont assez impressionnants. Mais globalement, le cannabis thérapeutique ne tient pas toutes les promesses qu'on pouvait lui faire, et certains l'ont vu un petit peu comme le pied dans la porte ou le cheval de Troie du cannabis récréatif. Malheureusement, l'expérimentation là, qui est lancée n'a pas de bras placebo. En fait, on n'aura pas de possibilité d'évaluer véritablement l'efficacité. Ça sera seulement la faisabilité de la délivrance du cannabis qui est testée dans cette grande expérimentation là, qui est prolongée d'1 année supplémentaire et qui a été financée par l'industrie du cannabis, puisque les produits mis à disposition sont par l'industrie du cannabis. Très bien, très bien. Alors une question sur les morphiniques. Un médecin qui nous dit ce que j'avais appris quant aux morphiniques, c'est que chez les douloureux, lorsque l'on augmente la dose, il y a moins de risque de détresse respiratoire. Un faux ou un tox ? Alors, il faudrait poser la question plus spécifiquement là, par une étude à des... Alors c'est vrai que plus on prend de morphiniques, plus on les tolère. La question de la détresse respiratoire, là, j'ai pas de papier en tête là, pour vous répondre. Peut-être deux dernières questions. Je suis désolé, on a énormément de questions qui nous sont parvenues. Un sujet qu'on tient à aborder puisqu'il va être d'autant plus d'actualité sur 2023 et notamment avec la révision de la loi Claes-Leonetti. Quid de la prise en charge des douleurs cancéreuses et plus largement le sujet de l'euthanasie? Ah ouais. Alors la douleur cancéreuse aujourd'hui, on peut considérer qu'elle n'est pas très bien prise en charge, notamment dans la fin de vie. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un problème. Tous les départements ne sont pas dotés de soins palliatifs. Je crois qu'il y a 23 départements qui n'ont pas de soins palliatifs. Il y a également le fait qu'avec certains traitements antalgiques, parce qu'il faut une véritable formation pour ça,
ne sont pas bien utilisés par méconnaissance, par problème d'accès. Puis il y a des choses, on utilise parfois chez les patients qui commencent à avoir des doses importantes de morphine, qui commencent en fait à perdre de la vigilance, à perdre leur vie de relation. On peut se poser la question, est-ce que c'est de l'acharnement si en voulant gommer la douleur, en fait on gomme également la vie relationnelle. Mais il faut savoir qu'il y a aussi aujourd'hui des techniques qui existent, et notamment par exemple la morphine intratécale. Au lieu de faire passer la morphine par voie systémique, on l'emmène directement au niveau du liquide céphalorachidien par voie intratécale. Et là, on préserve une qualité de vie intéressante sans tous les effets systémiques de la morphine. Mais là encore, ça passe par de l'information qui n'est pas toujours là. Et donc, il y a véritablement un problème de prise en charge de la douleur cancéreuse. Et c'est vrai, à mon sens, on pourrait raisonnablement commencer à parler de l'euthanasie à partir du moment seulement où la douleur cancéreuse serait prise en charge de façon satisfaisante, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et enfin, une question peut-être pour l'avenir ou dans la globalité des questions auxquelles nous avons des réponses. Existe-t-il des douleurs que nous ne pouvons soulager ? C'est rarissime, pour ainsi dire, mais à part peut-être la douleur existentielle. Mais non, les douleurs qu'on peut pas soulager, c'est très rare. Aujourd'hui, on a bien sûr les molécules, on a les techniques de chirurgie de la douleur qui sont de plus en plus puissantes, la neuromodulation et même également la possibilité au niveau intracérébral d'avoir le problème. On en revenait tout à l'heure un petit peu quand j'évoquais Alexis Tocqueville. Le zéro douleur n'est pas possible, ni même n'est pas souhaitable. Prétendre au zéro douleur, ça implique de rentrer forcément dans une consommation médicamenteuse. Donc il faut savoir vivre avec un petit peu de douleur. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, il n'y a pas de grosse douleur qui soit rebelle à tout traitement, mais parfois il faut tâtonner avant de trouver le bon outil. C'est entendu. Écoutez, on s'arrêtera là pour le jeu des questions-réponses. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice fabuleux et notamment de nous avoir bien informés. On a énormément de remerciements aussi au-delà des questions. Le Conseil de l'Ordre vous donne rendez-vous. Alors ça va être un présentiel et un relais mur en dehors de Marseille à l'Agora d'Aubagne. Dépêchez-vous de vous inscrire, nous avons seulement 500 places. On a lancé l'invitation il y a 24 heures et il y a déjà plus d'un quart de l'amphi qui s'est rempli. On aura le plaisir d'écouter le docteur Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours, le fondement de la personne, à l'Agora d'Aubagne à 19h, en direct sur Zoom à 19h30. Parlez-en autour de vous, venez le voir, c'est quelqu'un d'aussi passionnant que le docteur Marc Lévesque. Encore merci beaucoup à vous, bonne soirée, je laisse le mot de la fin à Jacques Roméo. Merci à nos brillants intervenants. Chacun dans son domaine nous a proposé de chasser les idées reçues, les connaissances qu'on croit définitives, les préjugés, abordant avec simplicité, avec passion, avec humour, des sujets difficiles. Il nous ouvre à l'espérance. J'envoie un petit message à Guillaume Gorincourt, qui est absent, malheureusement. Je sais qu'il va sourire parce qu'il n'aime pas ça, les citations. Elle est d'André Malraux. Toute douleur qui n'aide personne est absurde. Ouais, ça. Et même en tant qu'anesthésiste, et Dieu sait, j'étais responsable de la douleur. Hein, donc... Ouais.